Oui, mais merci, bonsoir à tous et à toutes, et merci de m'avoir invité à intervenir dans cette conférence. Alors, la réponse, ben, je vais la développer par la suite. C'est tout le problème du non-respect des sanctions européennes par les opérateurs d'Internet et disons, la passivité de l'ARCOM sur le sujet. Ce que je pourrais dire, c'est que le rôle de la Serbie dans le domaine audiovisuel est antérieur. Quand les autorités allemandes ont refusé de donner une licence à la version allemande de Russia Today, je pense que c'était en 2021, et que le Luxembourg a refusé aussi, Russia Today a voulu lancer la version allemande à partir de la Serbie. Comme la Serbie est membre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la télévision transfrontière, en principe, la chaîne devait être reçue en Allemagne, mais les Allemands ont dit qu'ils la bloqueraient. Et en rétorsion, avant même l'invasion du 24 février, les autorités russes ont bloqué Deutsche Welle en Allemagne. C'était le début, je dirais, de la guerre télévisuelle entre la Russie et l'Europe. Oui, alors bon, toute l'histoire de Telsat, notre intervention, elle a commencé en mars 2022, quand un professionnel américain qui avait travaillé en Ukraine, Jim Filipov, a publié un article expliquant que Eutelsat diffusait vers la Russie, euh, à travers deux plateformes de télévision à péage, NTV+ et Tricolore, pratiquement l'ensemble des chaînes russes, hein, et que si on obtenait des sanctions européennes contre ces deux plateformes, on pourrait récupérer des capacités satellitaires sur ce satellite, à l'époque le Eutelsat 36B, qui est le satellite idéal pour toucher la population russe. Alors bon, la bataille a été longue pour faire admettre que les sanctions prises par l'Union européenne, les sanctions en particulier contre les entreprises de médias qui datent l'essentiel des sanctions dataient de décembre 2022, on a dû mener une bataille pendant 2 ans et demi pour faire admettre que Eutelsat devait appliquer ces sanctions. Et finalement, suite à nos interventions, au rappel à l'ordre de l'Assemblée nationale en mars, l'ARCOM, le 19 mars, a mis en demeure Eutelsat de cesser la diffusion de deux chaînes du National Media Group. Et dans la foulée, Eutelsat a pris conscience qu'en fait, ils étaient responsables, qu'ils ne devaient pas, comme ils l'affirmaient depuis 3 ans, ils devaient prendre eux-mêmes la décision d'éliminer les chaînes des groupes sanctionnés. Et donc, ils ont éliminé depuis le début mai une douzaine de chaînes, et ils ont annoncé le 16 mai qu'ils allaient vraiment se mettre en ordre sur le sujet, et ils ont annoncé que ça leur ferait perdre 16 millions d'euros de chiffre d'affaires par année fiscale, ce qui est pas mal. Je ne suis pas mécontent de ce résultat. Est largement de ta faute. On va dire ça comme Oui, 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 je cette pense. perte de Telstat, il faut s'adresser à André Lange. Est-ce que Oui, tu... alors Eutelsat, je dois dire, bon, quand même, il y a des aspects positifs dans Eutelsat. Ils ont accepté, suite à toutes les actions qu'on a menées en collaboration aussi avec RSF, ils ont accepté d'héberger le bouquet Svoboda Satellite qui a été Voilà. lancé le 5 mars dernier par RSF à partir d'une idée que Jim Filipov et moi-même avions lancée. Et ce bouquet compte maintenant 9 chaînes. 9 chaînes TV et 3 chaînes radio, donc des chaînes faites par les grands médias d'opposition russes, Meduza, Nova Gazeta, Insider, la version allemande, la version russe, pardon, de Deutsche Welle, une chaîne biélorusse, une chaîne moldave, une chaîne russophone d'un opposant ukrainien. Et bon, tout ça existe sur ce satellite, le satellite Hotbird 13G, qui n'est pas le satellite idéal pour toucher la Russie. Et donc maintenant, l'action qu'on mène avec RSF est d'essayer d'obtenir un transpondeur sur le satellite 36D, qui est le satellite idéal pour atteindre la population russe. Et je pense qu'on finira par l'avoir. Les dirigeants de Telsat commencent vraiment à prendre conscience qu'ils ont une responsabilité et que les propositions qu'on fait peuvent être intéressantes. Bien. Dernier point sur Eutelsat, on a mis en évidence très, très récemment que
Eutelsat sur des chaînes russes non sanctionnées, des chaînes de divertissement ou des chaînes régionales, diffusait des spots de recrutement de l'armée Voilà. russe, qui elle-même est sanctionnée. Donc, on a fait il y a une petite vidéo que vous pouvez voir sur notre page YouTube et qu'on a transmise à l'ARCOM. On a vu hier le directeur général de l'ARCOM qui dit qu'ils étudient le dossier, qu'effectivement, ça relève probablement de leurs compétences et que, bon, ils vont, j'espère, prendre des décisions rapides pour interdire ces 4 chaînes. Parce que la directrice générale de TETSAT, Mme Berneke, qui est démissionnaire, qui va partir, mais jusqu'à présent, on disait que la Bien, propagande je ne se sais. jouait que sur les chaînes d'information. Et là, nous avons démontré que ça se joue aussi sur des chaînes de divertissement, sur des chaînes régionales. Et que donc toutes les chaînes non sanctionnées qui sont toujours diffusées par le satellite 36D et important, distribuées dans les territoires illégalement occupés et annexés d'Ukraine, ce qui donne la base juridique pour l'intervention de l'ARCOM, toutes ces chaînes peuvent très bien contenir de la propagande de guerre sans que personne à Paris ne puisse vraiment faire le monitoring. Le problème est de certaine manière exactement le même que celui de Telsat, à savoir que les sanctions européennes, en principe, sont d'application immédiate, c'est-à-dire qu'en principe, il n'y a pas besoin de texte des autorités nationales pour faire appliquer les sanctions. Depuis la loi sur la sécurité numérique, la loi SREN, qui a été promulguée le 21 mai 2024, donc il y a exactement 1 an et 1 jour, l'ARCOM est compétente pour ces domaines et peut mettre en demeure les opérateurs d'Internet d'interrompre les sites sanctionnés par l'Union européenne. Alors, l'ARCOM n'a pas réagi directement. On leur a transmis des centaines de liens qui devraient théoriquement être bloqués. Ils nous disent, bon, ces liens, c'est une audience tout à fait marginale, et puis il peut toujours y avoir des sites miroirs, donc c'est un phénomène sans fin. Toujours est-il qu'en novembre, donc pratiquement 6 mois après leur nouvelle compétence, ils ont finalement envoyé des lettres aux opérateurs d'Internet leur demandant de prendre leurs responsabilités. Mais les opérateurs d'Internet n'ont pas pris leurs responsabilités et 2 d'entre eux, Free et Orange, nous ont écrit très explicitement qu'ils attendaient les instructions de l'ARCOM pour bloquer les chaînes. Donc exactement la même argumentation que celle de Telsat pendant 3 ans. Et donc là, on dit à l'ARCOM, mais c'est maintenant à vous de fournir des listes, pas nécessairement les 1000 liens qu'on leur a donnés, mais au moins les sites les plus évidents de Russia Today, le site que citait Florence tout à l'heure, mais il y a d'autres sites. Par exemple, il y a on en a identifié, on a communiqué à l'ARCOM 5 adresses qui permettent d'accéder sans VPN à RT en français, hein, qui est la nouvelle mouture de RT France diffusée depuis Moscou. On a repéré que sur TikTok, il y avait 2 comptes qui créés assez récemment, probablement en janvier, qui proposent chacun de 4 à 500 vidéos de RT en français, donc de manière tout à fait illégale, avec des interviews de Mariani, avec des interviews de Philippot. Le discours de Poutine du 9 mai a fait 627 000 vues sur cette page TikTok, donc des choses vraiment significatives. Et là, on dit aussi à l'ARCOM, mais faites bloquer ça par TikTok. Et puis ils nous disent, oui, mais TikTok, c'est le DSA, c'est à la Commission d'intervenir, etc. On leur dit non. La mise en œuvre des sanctions européennes, c'est la responsabilité des États membres, donc c'est votre responsabilité. Et là, Merci. vraiment, on est assez déçu enfin, le directeur de l'ARCOM qu'on a vu hier, qui est toujours très Mais tu aimable. l'as vu hier, hein, tu l'as vu hier. Oui, oui, il est toujours très aimable. Bon. Mais hier, il nous a pratiquement dit que cette question de la mise en œuvre des sanctions n'était pas leur priorité, qu'ils avaient tellement d'autres actions, d'autres missions, d'autres priorités, qu'ils avaient très peu de moyens, etc. Nous, on leur a quand même fait une grande partie du travail. Ils nous en remercient, mais ils n'en tiennent pas compte auprès des opérateurs. Oui, bon, alors le fait que
Bah, elle a publié, il faut savoir qu'elle a publié c'était en mars un livre où elle s'appelle Bannie, où elle se plaint justement des sanctions européennes, se présente en victime, prétend qu'il n'y a pas de cadre légal pour les sanctions, alors qu'elle a porté plainte auprès du tribunal européen, elle a été déboutée. Il y a une autre décision du tribunal européen du mois de mars qui confirme que les sanctions sont tout à fait légales par rapport au droit européen, y compris par rapport aux limites de la liberté d'expression. Et évidemment, elle ne parle pas du tout de ce qui est la situation de la liberté d'expression en Russie, des journalistes assassinés, des journalistes en exil, des journalistes en prison. Tout ça, pour elle, n'existe pas. Elle est la pauvre petite Russe, victime de la russophobie des autorités françaises. Alors au départ, bon, moi j'ai acheté le livre le jour de sa sortie. Je l'ai trouvé assez indigent. Il y a eu pas mal d'articles dans la presse et je pensais que ce n'était pas nécessaire qu'on se manifeste là-dessus. Mais quand on a appris qu'elle était invitée sur le stand de Fayard, donc filiale du groupe Bolloré, au Festival du Livre, au Grand Palais, et que ce Festival du Livre est soutenu par la région de France, par la ville de Paris, par toute une série d'institutions culturelles françaises. Là, on a dit, ce n'est pas normal, il faut bon, dénoncer le fait qu'elle soit promue et considérée comme une auteure tout à fait normale dans le paysage éditorial français. Et donc là, ça a été l'idée de notre action où tu as eu un rôle brillant pour l'interpeller et pour la rendre absolument blême et se cacher derrière son garde du corps et son attaché de presse. Et on a eu quand même une belle couverture dans le monde des livres. Et je pense que c'est une action très symbolique. Maintenant, il faut bien voir que c'est plus difficile de demander qu'elle soit interdite, par exemple, d'intervenir sur CNews. Elle a un visa de 10 ans qui vient d'être renouvelé pour être en France. Donc, en principe, elle jouit de la liberté d'expression. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est soit que les autorités françaises décident de l'expulser comme agent de la Fédération de Russie, soit qu'on obtienne qu'elle soit inscrite sur la liste des propagandistes sanctionnés par l'Union européenne, comme le sont Soloviev, Simonian, Peskov et des tas d'autres. Ce qui n'empêche pas encore, on l'a bien vu avec Peskov ou avec Pierre Tolstoï, que certains médias français se font une gloire d'aller interviewer de manière événementielle ces propagandistes, bien qu'ils soient sanctionnés. Et là Oui. aussi, on trouve que c'est pas normal.